Bonsoir, mesdames et messieurs. Il me fait plaisir d'être avec vous pour parler assez ouvertement de ce qu'est les enfants nouveaux et aussi en apprendre en même temps que vous à ce sujet. Il est très important pour moi d'aller au fond de ce sujet comme tel parce que j'ai affaire tous les jours dans ce milieu à travailler avec ces enfants et c'est de plus en plus difficile. J'ai eu la chance de rencontrer des professeurs qui ont manifesté l'intérêt et qui sont parmi nous ce soir et qui veulent eux aussi peut-être travailler à fond et connaître ce qui se passe dans notre monde présentement au niveau des enfants. Quand on a des parents qui viennent nous voir et qui nous disent « Moi, je sais plus quoi faire avec mon enfant. Si toi, t'es plus capable de faire quelque chose avec, alors où on s'en va? » Et ça, qu'importe le milieu, que ce soit dans des familles grecques où moi, je suis, disons, plus habituée à travailler, juif et canadien-français, à ce moment-là, on se pose la question, c'est pas juste chez nous, ici au Québec, que ça se passe. C'est partout. Alors, c'est à voir où ça nous mène et qu'est-ce qu'il y a à faire, nous qui sommes dans une situation, disons, plutôt défavorisée dans un sens que nous ne savons pas exactement comment les prendre. Nous avons un travail à faire sur nous et en plus, nous voulons en faire un sur nos enfants. Alors, que faire avec tout ça? Et c'est ainsi que peut-être ce soir, nous allons être capables d'avoir une meilleure approche, être capables de voir clairement ce que nous, parents et professeurs, pouvons faire avec nos enfants. Peut-être cesser aussi de les comparer, peut-être cesser de voir ce que l'on veut voir d'eux et enfin les voir tels qu'ils sont. Alors, si vous avez des questions à ce sujet, à la deuxième partie, je vais essayer de garder Daniel sur ce thème ce soir parce que je voudrais vraiment qu'il aille à fond. Il y a eu plusieurs conférences de faites sur ce, mais souvent on était amené sur un autre thème. Mais si vous avez des questions concernant vraiment ce sujet, alors posez-les. Ça va me faire plaisir de les lui présenter. Et par le fait même, je vais essayer de glisser les miennes. Le thème « Comment reconnaître un enfant nouveau ?» je commence à savoir un peu comment y arriver, mais c'est d'appliquer tout ça à l'intérieur d'une classe où il y a des fois 25 à 30 enfants. 25 ou 30 enfants nouveaux, c'est du bagage. Alors, si Daniel veut bien se manifester et venir nous parler de tout cela pour éclaircir de gros points d'interrogation dans nos têtes et aussi être capable de peut-être partir lundi avec une nouvelle démarche. Alors, Daniel, s'il vous plaît. Bonsoir, Daniel. Un autre thème qui t'est bien familier, l'enfant, parce que tu as toujours dit que tu étais quand même encore un enfant qui grandissait. Non, c'est les autres qui disent ça. Oui. Ma mère m'a souvent répété que j'étais un grand enfant. J'aimerais que peut-être, avant toute chose, que tu nous parles un peu pour briser certaines formes à l'intérieur de cette place. Que représente ce salon? Et pourquoi nous sommes ici pour parler de ce que c'est des enfants nouveaux à l'intérieur peut-être d'un salon que certaines personnes vont se demander, mais est-ce que c'est en psychologie, en sociologie, ça a l'air à quoi en fin de compte tout ça? Bon, disons premièrement que le salon, et c'est le salon du Centre de l'universalité, qui est un organisme qui se spécialise dans la diffusion de connaissances qui permettent l'amélioration de la condition humaine. Alors, il n'y a pas juste moi comme conférencier. Moi, ça me plaît, disons, de travailler ici. Si on regarde simplement le salon, ben évidemment, au niveau du décor, c'est un décor peut-être un peu plus chaud, un décor qui est peut-être plus de classe que ce qu'on peut rencontrer souvent dans des salles d'école ou dans des gymnases ou dans des sous-sols d'église ou dans certains hôtels. Ce n'est pas parce qu'on travaille sur l'évolution de l'homme qu'on doit nécessairement toujours travailler sur du ciment et dans la pauvreté avec des phénomènes gratuits. Bon, si toi tu veux travailler sur les enfants, les parents vont souvent dire, ben comment ça se fait qu'elle fait pas ça gratuitement, faut toujours payer. Ben, les individus vivent aussi et comme le médecin fait de l'argent sur les maladies des autres, et on trouve ça normal, ben c'est normal avec évidemment qu'à un moment donné, on se paie un peu plus de confort pour pouvoir travailler sur soi. Le salon lui-même, ben c'est relativement simple.
Moi, le sujet qui m'intéresse le plus, c'est ce que j'appelle l'homme nouveau. Évidemment, la femme nouvelle et l'enfant nouveau. Mais ça n'empêche pas que dans l'Antiquité, il y a eu beaucoup d'hommes et de femmes nouvelles. On a surtout privilégié l'homme nouveau, enfin, de l'Antiquité, enfin, disons, les surhommes de l'Antiquité, parce qu'on vivait sur un régime plutôt patriarcal, c'est-à-dire mâle. Alors, on a Moïse, qui est le père de la religion monothéiste, qui, à un moment donné, psychologiquement ou spirituellement, pour certaines gens, a réussi à fusionner les concepts du polythéisme, au moins en une seule forme, ce qui a permis la création de sociétés beaucoup plus d'envergure que ce qu'on avait à l'époque. C'était beaucoup plus tribal. On a Pythagore, qui est le père des mathématiques. Alors donc, c'est tout à fait intéressant de lui dédier une place ici, au niveau du centre. Ce n'est pas moi qui décide ces choses-là. On a le Nazaréen, qui est sans doute celui qui a instauré la plus grande religion à l'échelle de la planète. Michel de Nostradamus, qui est le bonhomme qui a le plus perturbé la conscience de ses successeurs par ses prophéties. On en parle un peu partout, on a fait différents films, et planétairement, on connaît les prophéties de Nostradamus. On a le comte de Saint-Germain, qui est l'un des grands inventeurs du maquillage pour les femmes, et on sait que c'est presque un tiers de l'industrie sur la planète. Donc, en partant, c'est intéressant de parler de lui. On a Paracelse ici, qui est le père de la chimie. On a Platon, le père de la philosophie. Salomon, l'un des plus grands rois que l'humanité a porté. Hermès Trismégiste, le père de la médecine. Et deux autres peintures qui sont là pour finaliser, disons, le reste du salon. Ce qui fait que ce n'est pas un endroit spirituel, même si certaines gens, disons, le veulent spirituel. C'est un endroit qui se veut psychologique, mathématique, qui se veut humain, et qui, même si on fonce vers l'homme nouveau, vers l'enfant nouveau, vers la femme nouvelle, l'homme construit toujours la base de sa vie sur le sommet de celle des autres. Et puis, à un moment donné, ça devient plaisant un petit peu de juste se rappeler qu'on n'invente pas tout à partir d'aujourd'hui. C'est un peu à quoi sert le salon. Merci. Pour en revenir à notre sujet, un point qui serait peut-être à préciser, c'est de savoir un enfant ancien, un enfant transitif, un enfant nouveau. Tout ça fait que des fois, c'est peut-être mélangé dans nos têtes et comment les reconnaître un par rapport à l'autre, même si je ne veux pas faire de comparaison. Bon, on peut constater des choses. L'une des choses les plus importantes au niveau de l'enfant et au niveau des adultes, c'est que, premièrement, on ne doit jamais se servir de terminologie psychologique, de mots, par exemple enfant nouveau, enfant ancien, pour cataloguer ses enfants ou les enfants des autres, et on ne doit jamais non plus leur dire qu'ils sont ceci ou cela, parce qu'automatiquement, on les classe. Alors, à un moment donné, si par exemple, les parents, il y a des parents qui seraient venus ici ce soir, dans le but de se faire accréditer que leur enfant est un enfant nouveau, on va dire, être un enfant nouveau, est-ce que c'est un compliment ou un défaut? Tout à l'heure, il y a une personne ici justement qui a une petite fille et puis je lui disais si tu voulais avoir un enfant nouveau, nous disons un enfant nouvel, c'est une petite fille, tu peux t'attendre à ce que tu le regrettes. Bon, des parents nouveaux avec un enfant nouveau, ça va bien, mais normalement ce qui va arriver, c'est qu'on aura des enfants nouveaux qui vont naître à travers des familles anciennes et qui seront éduqués par des institutrices, des instituteurs anciens ou transitifs. Alors, si on veut, par exemple, se voir accréditer que son fils, sa fille, c'est un enfant nouveau, ça veut dire qu'on devra changer toute la psychologie d'éducation et la psychologie de relation qu'on a avec l'enfant. Alors, ce n'est pas une mince affaire que de reconnaître un enfant nouveau, c'est-à-dire que de vouloir reconnaître un enfant nouveau. C'est facile de reconnaître un enfant nouveau, mais de vouloir accepter ce que l'on reconnaît, c'est autre chose. L'enfant ancien est un enfant qui, comme l'homme ancien, est un enfant qui pense comme l'humanité a toujours pensé. C'est donc un enfant qui va évoluer selon les standards de la psychologie infantile ou disons la psychologie de l'évolution humaine que l'on connaît depuis déjà quelques années, c'est-à-dire qu'il aura sa crise, il aura par exemple certains stages, le stage buccal, il aura différents phénomènes disons de stage d'évolution de sa naissance aller jusqu'à l'adolescence. Ça sera un enfant qui sera docile vers 9 ans, 10 ans. Ce sera un enfant qui vivra une crise d'adolescence à un moment donné lorsqu'il y aura des perturbations hormonales au niveau de son corps physique, donc la puberté. Ce sera un enfant qui devra, pendant cette puberté, arriver à fusionner, disons, des personnalités qui l'habitent, c'est-à-dire qu'il sera en crise, et on appelle ça la crise de l'adolescence, une crise qui va faire en sorte que l'enfant va vouloir rejeter habituellement toute autorité qui lui a permis d'arriver à cette adolescence, et une crise où l'enfant va vouloir s'identifier à lui, alors qu'en réalité, il va s'identifier à une conscience collective, celle de son groupe d'âge, par exemple. Et par la suite, l'enfant va devenir le résultat de ce qui aura survécu à la crise de l'adolescence. Donc, l'enfant qui est extrêmement docile avant la crise peut devenir un renégat, peut faire de la prison après, peut devenir un voleur, peut devenir un homme d'affaires, peut devenir extra ou introverti, peut devenir autre chose que ce qu'on se serait toujours attendu. Il y a une chose chez l'enfant ancien, les parents souvent vont dire, mais
Mais qu'est-ce que j'ai fait? T'sais, nous, chez nous, on fume pas, il fume. Chez nous, on se drogue pas, il se drogue. Chez nous, on sac pas, il sac. Chez nous, on fait pas ceci, il fait cela. Faut comprendre que l'enfant ancien est un être collectif comme l'homme ancien, c'est-à-dire que l'enfant ancien ne s'éduque pas, ne s'auto-éduque pas, il apprend par l'expérience, par essai-erreur. C'est un phénomène qui est relativement, disons, pavlovien, c'est-à-dire qu'il est animal un peu. Enfin, les animaux, les humains fonctionnent souvent comme ça. Tu ne sais pas qu'une chose brûle, alors tu te brûles et puis tu le sais. Et puis, si tu ne le sais pas encore assez, tu recommences encore. Alors, l'enfant ancien, normalement, va être éduqué par ses parents. Il va surtout être éduqué par la ruelle, par la rue, par la société extérieure et évidemment par l'école. Donc, il est éduqué par la collectivité, ce qui fait que l'enfant a donc une conscience collective de façon grandissante au fur et à mesure où il va apparemment s'épanouir. Et normalement, les parents sont peut-être, disons, 20% de l'éducation globale de l'enfant ancien. Le reste va être la société et l'enfant ancien ne s'auto-éduque presque pas. L'enfant ancien va facilement être manipulable au niveau d'éducation, c'est-à-dire qu'on va être capable de le punir et ça va fonctionner. C'est-à-dire que l'enfant ancien, on est capable de le mettre dans une cage, de lui coller le nez dans les barreaux, et là, il ne verra plus les barreaux, il va voir l'extérieur, il va donc penser qu'il est libre. Alors qu'en réalité, il est évidemment dans une cage, sauf qu'il ne voit pas les barreaux parce qu'il a la tête collée dedans. L'enfant ancien, on va le rendre poli. Il ne saura jamais pourquoi, mais il saura que s'il n'est pas poli, il y a des chicanes, on chiale après, il y a des punitions, alors automatiquement, il va être poli pour éviter ce genre de choses. L'enfant ancien va, par exemple, faire le ménage de sa chambre, même s'il voit la chambre de ses parents en bordel, parce qu'il fait le ménage pour ne pas être chicané, ou encore pour ne pas vivre la culpabilité, qui souvent va servir de cadre d'éducation par les parents. C'est-à-dire que les parents vont manipuler l'enfant à se sentir coupable. De cette façon-là, les parents pensent l'éduquer. Un exemple, par exemple, on a un sous-sol, on a la laveuse en bas, et puis la mère va dire, Pierrot, va chercher le linge. Pierrot, il dit, pas tout de suite. Alors la mère, elle va y aller, elle prend son panier. Bon, mais un jour, là, si je me fais mal, là, on saura c'est la faute de qui. Ben là, descend chercher son linge en bas. L'enfant ancien va réagir automatiquement en se sentant coupable. L'enfant nouveau va le regarder, va rire. Bon, fini là. L'enfant ancien est donc manipulable au niveau de sa psychologie, c'est-à-dire que dans une classe, un professeur va être capable de punir l'enfant, de lui donner des copies, par exemple. L'enfant nouveau, si tu lui donnes une copie, je ne ferai plus ceci, tata, il n'en voyant pas l'intelligence, il risque de rire en maudit. Il risque de pas la faire, et puis on peut punir un enfant nouveau, ça change rien. Il faudra qu'il comprenne, sinon il fera rien. L'enfant ancien, lui, par la punition, va faire, même s'il ne comprend pas pourquoi. Donc, l'enfant ancien, en passant, il ne faut pas se sentir insulté. On parle de choses et on essaie d'être clair et direct. On n'est pas ici pour se faire dire que tous nos enfants sont beaux et gentils. Ils sont tous beaux et gentils. Bon, surtout les vôtres, hein. Bon. Alors ça va bien. L'enfant ancien va devenir un enfant savant, comme le chien peut devenir un chien savant. C'est-à-dire qu'il va faire des choses pour une récompense ou pour ne pas être puni, mais jamais il ne verra l'intelligence de cette chose. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a une évolution mutatoire, une évolution améliorative, que l'enfant que l'adulte, enfin que l'homme, que la femme vit au cours de sa vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'être humain finit par comprendre soudainement pourquoi il y a intelligence de faire ceci. Je donne un exemple. On va souvent prendre l'enfant ancien dans le milieu scolaire comme dans le milieu familial et on va mettre des cadres sans jamais prendre le temps d'expliquer à l'enfant pourquoi ces cadres. Alors, on va lui dire, tu ne parles pas quand je parle. Il ne voit pas pourquoi. On doit le placer en rang, il doit rentrer à l'heure, il doit faire ses devoirs avant telle émission de télévision ou non. Et il ne doit pas fumer alors qu'on fume autour de lui. Il ne doit pas manger de cochonneries alors qu'on s'en bouffe de chips. Il ne doit pas faire ceci, faire cela, tandis que toute la société le fait. Et si donc l'enfant ancien, on peut le manipuler à l'intérieur de ça sans qu'il en souffre trop. L'enfant ancien va poser des questions extrêmement banales. C'est quoi la sexualité? L'enfant nouveau va le découvrir bien avant qu'on s'en rende compte. Il va poser des questions comme, à un moment donné, il va accréditer les questions conventionnelles, d'où est-ce que je viens, qu'est-ce que je fais sur la planète. Là, on parle d'un adolescent nouveau, d'un adolescent ancien, où est-ce que je vais. Il va avoir peur de la mort, il va s'intriguer de la mort, il va s'intriguer de la sexualité, il va s'intriguer de la drogue, il va vouloir découvrir la drogue pour voir ce que ça donne, parce que l'enfant ancien elle fonctionne par essai et erreur. Donc, si tu lui dis que telle chose n'est pas bonne, faudra que tu l'encarcanises convenablement, sinon il va quand même l'essayer. Alors donc, l'enfant ancien va vivre d'un schéma relativement collectif. Tu prends un enfant ancien, tu lui dis, t'es un pissou. Il va dire non. T'as peur de casser la fenêtre de l'école. Il va dire non, j'ai pas peur. Oh oui, t'as peur. Ben, il va prendre une roche, il va casser la fenêtre. Là, tu vas voir qu'il a pas peur. Qu'il est imbécile, mais qu'il a pas peur. Bon. L'enfant ancien va facilement être manipulable au niveau du groupe. On va poser la question, pourquoi tu commençais de faire fumer? Ben, tous mes amis me disaient que ça, c'est typique de l'enfant ancien, pas de l'enfant nouveau. Donc, l'enfant ancien va être capable facilement de jouer au Monopoly des heures de temps. L'enfant nouveau ne sera pas capable. L'enfant ancien aura de la difficulté à se concentrer sur un ordinateur. L'enfant nouveau n'aura aucun problème.
L'enfant nouveau, lui, qu'est-ce que c'est? Premièrement, ce n'est pas les parents qui décident si on aura un enfant nouveau ou non. C'est sûr qu'on peut prendre un enfant ancien, c'est-à-dire un enfant qui génétiquement a la constitution neuronique, la constitution endocrinienne et la constitution physique pour pouvoir supporter disons, une éducation sociale, morale et théologique, religieuse. Il a un cadre particulier qui lui permet cela et il vivra des symptômes, des problèmes. Bon, un enfant ancien qui est hyperactif aura sans doute un problème physique. Un enfant nouveau est automatiquement hyperactif et n'a pas de problème physique. Donc, on ne doit pas donner de médicaments à un enfant nouveau qui semble hyperactif. C'est-à-dire que le cadre social dans lequel l'enfant nouveau va se développer, le cadre scolaire, le cadre familial, n'est pas un cadre qui est pour lui. Donc, automatiquement, il aura des fourmis un peu partout, dans sa tête comme dans son corps, ce qui fait qu'il donnera les symptômes de l'hyperactivité, mais ne sera pas hyperactif. L'enfant ancien, lui, va donc se contenter relativement facilement de la télévision, va se contenter de jeux normaux, va se contenter d'une fête conventionnelle à sa fête, il va se contenter de temps en temps de choses que normalement on doit se contenter. Autrement dit, l'enfant ancien va dire, il vit avec juste sa mère. Alors évidemment, il va souvent poser la question à sa mère, pourquoi que lui n'a pas de père? Souvent, l'enfant nouveau, lui, ne fera jamais la remarque. Pour la simple raison que ce n'est pas important pour l'enfant nouveau d'être comme les autres. Tandis que pour l'enfant ancien qui a une conscience évolutive collective, alors évidemment, il sera toujours en train de se comparer à l'extérieur. Si tout le monde a des casquettes de baseball, il faudra qu'il en ait une. Si tout le monde se promène de telle façon, il faudra qu'il en ait une. L'enfant ancien va donc être extrêmement sensible à la mode, au changement de mode, au changement de mode de musique, au changement de mode de paquet de choses. Et l'enfant ancien va vouloir absolument avoir du pouvoir dans la classe, c'est-à-dire qu'on aura donc des clans qui vont se dessiner au niveau des classes, avec un chef plus les autres, et puis on aura l'enfant ancien va exactement copier dans son monde à lui tout le monde adulte, parce qu'il plagie collectivement ce que les adultes font. L'enfant nouveau, lui, c'est tout à fait autre chose. Génétiquement, il est constitué différemment. Alors, de quelle façon pouvons-nous dire qu'un enfant peut être génétiquement différent d'un autre genre de classe d'enfant? Premièrement, être un enfant ancien, ce n'est pas un défaut, c'est un état de choses. Maintenant, l'enfant ancien pourra muter lui-même, c'est-à-dire avoir une mutation qui sera premièrement psychologique, deuxièmement neuronique et finalement cellulaire, donc génétique, au cours de sa vie, ce que plusieurs adultes ont fait depuis le début, lorsque ceux-ci ont commencé à transiter. L'enfant nouveau qui vient au monde est simplement le résultat mathématique d'un mélange génétique entre la mère et le père, ce qui finalement transmet toujours l'évolution des parents dans l'enfant. Et c'est de cette façon que l'humanité, outre l'éducation qui tend à faire avancer très lentement l'évolution des sociétés, parce que l'éducation est toujours archétypée sur ce qui s'est passé antérieurement. Dans mon temps, c'était comme ça, donc on le fait pas. Et puis on essaie toujours de conserver le cadre qu'on a connu dans le passé, dans le monde actuel. Donc même l'éducation sociale fait évoluer lentement l'humain. La génétique, étant donné que dans l'Antiquité, surtout, enfin, encore même l'Antiquité pour moi, ça commence là 15 ou 20 ans et ça descend, on avait des enfants en bas âge. Cela veut dire que l'humain, lorsque l'enfant vient au monde, l'enfant a un pouvoir vital, c'est-à-dire qu'il a un pouvoir, d'énergie qui lui permet de pouvoir conserver sa forme infantile, donc d'avoir un caractère qui est typique de l'enfant, c'est-à-dire des cheveux qui n'auront pas qui seront beaucoup plus doux que ceux de l'adulte normalement, une peau beaucoup plus douce que celle de l'adulte, il aura une forme physique beaucoup plus douce que celle de l'adulte. Donc, il conserve certaines choses jusqu'à l'époque de la puberté, où là, l'énergie qu'il a va commencer à devenir sexuel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va avoir biologiquement, la programmation du cerveau, donc la programmation axonique va être complétée et l'enfant va commencer à pouvoir procréer. À l'instant où l'enfant peut procréer, s'il a des enfants, il ne fait que transmettre instantanément que ce qu'il est lui et ce qui va être l'autre, disons la femme ou le mari, dans un autre corps. Sauf que si l'enfant va par exemple procréer 30 ans plus tard, automatiquement l'enfant, donc l'adulte, au cours de sa vie, va vivre des événements, va apprendre des choses, va se transformer. S'il était hyperactif, il va peut-être apprendre à être calme. Et à un moment donné, il n'aura plus besoin de médicaments pour être calme parce que c'est génétiquement maintenant chez lui. C'est-à-dire que ça lui appartient, c'est cellulaire. Donc, il est maintenant constitué différemment de ce qu'il était à la naissance. Et tout ce facteur
se transmet par le code génétique, par l'ADN nucléaire au niveau des cellules, et lentement, le corps de l'adulte, donc, qui est un corps de personne transitive, ce que j'appelle une personne donc qui va vers le corps de l'homme nouveau, finit par être tout à fait différent de ce qu'il aurait pu être s'il aurait été c'est-à-dire que s'il aurait été tout à fait dans une société comme on connaissait il y a 50 ans, une société qui formait les individus à partir de la conscience collective traditionnelle, la tradition. Lorsque ses parents vont avoir un enfant, automatiquement, l'enfant à la naissance bénéficie génétiquement de l'évolution des deux individus. Bon, toi, tu vas vivre et à un moment donné, tu travailles dans une mine de charbon ou dans une mine d'amiante et tu finis par souffrir d'amiantose. Si tes enfants travaillent là-dedans et d'autres travaillent là-dedans, génétiquement, on saura que l'enfant qui naît a un gros pourcentage de risque de développer ce genre de maladie. Tu n'es pas cardiaque, l'autre non plus, mais le stress finit par te rendre cardiaque. Tu fais un infarctus vers l'âge de 65 ans et ton enfant vit dans un stress. Il a aussi un problème cardiaque à un moment donné et on saura donc que génétiquement maintenant, il y aura eu par la psychologie une mutation du code génétique qui fera que les enfants qui vont naître seront plus sujets à des problèmes d'angine ou à des problèmes d'infarctus. Au niveau de l'évolution améliorative de l'humain, c'est le même phénomène. Donc, à un moment donné, par mélange génétique, on finit par avoir mathématiquement des calculs qui font qu'un enfant qui naît est plus apte à quelque chose de neuf qu'un autre enfant qui naît. Ça, c'est l'enfant nouveau. Ça, c'est l'enfant ancien. L'enfant transitif, c'est quoi? Ça peut être l'enfant ancien qui a suffisamment de caractères récessifs au niveau de la génétique, donc de caractères récessifs nouveaux. Donc, il va être capable de transiter vers l'enfant nouveau ou vers l'homme nouveau. Et l'enfant transitif peut aussi être l'enfant nouveau, placé dans un cadre tout à fait ancien, et il devra se démerder là-dedans pour finir par retrouver ce qu'il est lui. Donc, l'enfant nouveau, ce n'est pas une qualité, c'est un état de chose. L'enfant ancien, ce n'est pas une qualité, c'est un état de chose. Il n'y en a pas un des deux qui est, disons, préférable à avoir que l'autre, parce que l'enfant ancien risque de moins nous faire souffrir que l'enfant nouveau. Sauf que, évidemment, dépendant de l'adulte, il peut apprendre énormément des deux enfants, et un enfant ancien a la faculté de devenir nouveau. Donc, on ne doit pas, par exemple, venir à une conférence comme ça pour pouvoir s'en aller puis dire, bon, ben, moi, je savais que mon enfant était nouveau. Non, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Quand le parent se projette complètement dans l'enfant, automatiquement, il le détruit. C'est dur émotivement à supporter pour certains parents, disons, la prise de conscience de ce phénomène, mais tu étais musicien, ton grand-père était musicien, ton père était musicien, puis ton enfant, il va être pusher. Bon, ben, c'est correct. C'est tout à fait différent, mais à un moment donné, les parents se projettent. Et ce projetant, ce qui arrive, c'est que génétiquement, évidemment, l'enfant est constitué de l'homme et de la femme. Donc, génétiquement, ce n'est pas le même corps physique, ce n'est pas un clone du père, par exemple, ou de la mère. Ce qui fait que psychologiquement, le père ne peut pas réellement croire qu'un jour, toute cette psychologie va être supportée par son enfant. De même pour la mère. L'enfant sera individuel. Et l'enfant va tendre à cette individualité, et tendant à cette individualité, il sera ramassé collectivement par l'ensemble de la société pour en faire quelqu'un de normal. L'enfant nouveau ne pourra pas subir cette normalité. L'enfant nouveau, qu'est-ce qu'il va faire? Au Québec, on a sans doute le plus gros potentiel d'enfants nouveaux sur la planète. L'enfant nouveau qui est juste suffisamment éveillé pour voir plus clair, mais juste pas suffisamment pour tout comprendre, va être suicidaire. C'est-à-dire qu'il ne sera pas suicidaire, il va se suicider. Bon, l'enfant ancien peut être suicidaire parce que c'est une communication qu'il veut faire avec l'extérieur, donc il ne se suicide pas, mais il tente souvent de se suicider. L'enfant nouveau est drôlement plus efficace que l'enfant ancien, et s'il décide de passer à l'acte, il va passer à l'acte. À un moment donné, on avait un enfant de 9 ans qui s'est pendu parce que sa mère lui avait éteint la télévision. Est-ce que c'est un enfant ancien ou nouveau? C'est un enfant nouveau. Alors les parents vont dire, oui, mais est-ce qu'il faut qu'on leur laisse tout? Non. Sauf que tu ne peux pas arriver non plus sans explication puis briser ça. Parce que l'enfant nouveau n'a pas peur de la mort. Et pourquoi la majorité des humains veulent-ils vivre? C'est parce qu'ils ont plus peur de la mort qu'ils sont écœurés de la vie. Alors on va accepter les souffrances dans la vie parce qu'on a peur de la mort. On va accepter les maladies, les opérations, les tortures, les pertes parce qu'on a peur de la mort. Mais l'enfant nouveau n'ayant pas peur de la mort, est-ce qu'il va nécessairement accepter les mêmes choses que l'homme ancien? Non. Alors, à un moment donné, lui s'est dit, il savait que c'était pour manipuler sa mère au coton. Et puis, s'il peut pas écouter la télévision, ça va pas à peine de vivre. Alors, il s'est simplement pendu. Ça l'a effectivement manipulé sa mère. Ça l'a réussi. Sauf que ça faisait un enfant de moins sa planète. Et on a une panoplie d'exemples de ce genre de suicide au niveau des enfants nouveaux. Parce qu'ils sont toujours mal cadrés. L'enfant est un enfant nouveau. On l'envoie voir le psychiatre, le psychologue. Le psychologue, il suggère des médicaments pour le calmer. Et on tue un enfant. C'est-à-dire que lui ne pourra pas vivre longtemps dans un cadre comme ça.
présentement dans nos écoles ou bien non même dans ce que l'on vit, est-ce que c'est majorité enfants anciens, transitifs ou nouveaux, sans les cataloguer avec ces termes-là, mais ce qui ressort, c'est des enfants des fois qui nous semblent avec un bon potentiel, mais qui veulent rien savoir, qui veulent rien faire, qui sont révoltés ou qui vont carrément te dire non, c'est pas ça. Ou qui vont dire moi je le fais pas parce que ça me tente pas, dans le sens qu'ils ont beaucoup d'autonomie, ils savent où ce qu'ils s'en vont, mais ils ont la difficulté, disons, de se diriger eux-mêmes parce qu'il faut quand même être là pour les guider. À ce moment-là, à quel niveau doit-on nous interférer face à ces enfants-là? Si c'est un enfant ancien, il va t'écouter, il va avoir peur de toi des fois, il va se sentir manipulé. Si c'est un enfant, disons, qui a beaucoup plus d'indépendance, lui, il va te manipuler, dans le sens qu'il va te faire sentir qu'il est là, puis il veut toujours ton attention. Bon, l'enfant nouveau, lui, n'a pas besoin que tu l'aimes. Il va souvent paraître sans cœur. L'enfant ancien va manipuler les adultes de façon à ce que les adultes les servent. L'enfant nouveau va manipuler l'adulte de façon à ce que l'adulte le serve, mais souvent l'adulte va le servir par peur, par crispation, par stress psychologique. Un enfant nouveau peut faire sauter 3 professeurs en dedans de sa vie scolaire, tandis qu'un enfant ancien n'y arrivera pas. D'accord? Bon. Maintenant, et c'est un fait, hein, c'est certains qui sont professeurs, à un moment donné, ont découvert. Oh, c'est sûr que si tu mesures la grandeur que tu as, que tu enseignes au secondaire 5, tu vas avoir des gros bifs qui sont tout à fait anciens, qui peuvent te faire sauter. Bon. Pas rien de sauter, mais te faire sauter. Bon, on prend les choses. OK, bon. Maintenant, on parle, disons, d'enfants, disons, pré-adolescence, et même à 6, 7, 8, 9 ans, ils peuvent envoyer des professeurs en dépression très rapidement. Là, la différence entre les deux, c'est que l'enfant nouveau va manipuler l'extérieur, mais il va manipuler l'extérieur pour un résultat immédiat. Donc, normalement, l'enfant nouveau ne sera pas têteux psychologiquement ou têteux en énergie. L'enfant ancien va l'être. L'enfant ancien va te montrer des beaux yeux, faire un beau sourire, va t'amener une pomme tous les matins pour avoir quelque chose. L'enfant ancien, lui, l'enfant nouveau, lui, va t'empêcher de dormir plutôt pour que tu bouges ses notes. Alors, à un moment donné, il va simplement te fixer du regard pendant un mois de temps sans arrêt. Alors, normalement, un professeur qui est ancien ou transitif ne pourra pas supporter, disons, cet affront que lui va appeler. Pour l'enfant nouveau, c'est pas un affront, il regarde son prof. Bon. Une chose importante. Très importante, dont tu me parlais tout à l'heure au niveau de certaines choses. Bon, l'enfant nouveau, lui, va dire, bon, je le fais pas, ça me tente pas. L'enfant ancien fonctionne par mimétisme. Donc, il faut apprendre au niveau parce qu'on peut être père et mère et avoir un enfant nouveau, 2 enfants anciens, 2 enfants nouveaux, un enfant ancien. On peut avoir donc des mélanges. Et dans les classes, évidemment, on va souvent avoir 1 ou 2 enfants nouveaux par classe de 30 élèves. Maintenant, il y a des classes qui n'auront plus, il y aura peut-être certaines classes qui n'auront pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enfant ancien va faire, je répète, peut copier l'enfant nouveau. Donc, à un moment donné, si on a un enfant nouveau qui dit « Non, moi, je le fais pas, ça me tente pas », ben, tu peux avoir un enfant ancien qui va dire la même affaire. Sauf que si tu te lèves bien raide d'une claque à la table, t'as l'enfant ancien qui va s'asseoir, t'as l'enfant nouveau qui risque de t'imiter. Bon, alors donc, tu peux discerner. Le problème qu'il y a, c'est que pour éduquer, bon, faut comprendre une chose, c'est que les enfants nouveaux, il y en a de plus en plus, c'est ce qui va transformer la société. On parle souvent d'une société nouvelle, de l'ère du verso, etc. Disons qu'il y a plusieurs groupements qui amènent ça. C'est pas l'adulte qui va amener ça. L'adulte ne peut pas amener une ère nouvelle, parce que s'il amène une ère nouvelle, il l'oblige automatiquement aux enfants. Mais les enfants, est-ce qu'ils vont vouloir suivre? Bon, les enfants suivront pas. Pas si l'adulte décide du monde que les enfants auront ou dans lequel les enfants vont vivre. Ce qui fait que si on regarde une organisation, par exemple, que ce soit une secte ou une organisation spirituelle ou enfin, quelle que soit l'idée, énergétiquement, c'est bon ce qu'ils font, sauf que fondamentalement, ce n'est pas l'adulte qui va réellement changer les choses pour obliger l'enfant maintenant à vivre là-dedans. Bon. L'enfant nouveau est un être humain qui a absolument besoin de savoir pourquoi il fait une chose, sinon il ne la fera pas. Maintenant, il peut faire une chose pour toi, en tant que professeur, et tu vas dire, c'est drôle, il le fait, mais il le sait pas. Non, c'est qu'il y a un but derrière la tête. S'il le fait, c'est parce qu'il sait pourquoi il le fait. Sinon, l'enfant nouveau ne fonctionnera pas dans le cadre actuel au niveau scolaire ou dans le cadre actuel au niveau d'éducation. Bon, si on regarde certaines philosophies d'éducation, on a eu le docteur Spock qui, pendant plusieurs années, a écrit comment éduquer les enfants. Dernièrement, il s'est rétracté disant qu'il s'excuse, il s'est carrément trompé. Et les enfants qui ont été éduqués par cette méthode où on laissait à l'enfant faire ce que l'enfant voulait faire, c'est tout à fait stupide, c'est-à-dire que c'est stupide maintenant, bon, énergétiquement, ce n'est pas conscient, parce que l'enfant nouveau comme l'enfant ancien a besoin d'un paramètre dans lequel il pourra jouer et duquel il ne pourra pas sortir. Ce cadrage est un cadrage qui va induire dans sa psychologie une sécurité en lui et en ceux qui paramètrent sa vie.
Donc, tu ne dois jamais laisser un enfant nouveau comme un enfant ancien faire tout ce qu'il veut, parce que tu peux être sûr que tu vas en faire un monstre, et de toute façon, tu n'en feras pas un adulte convenable. Pour lui. Pas pour nous, pour lui. L'enfant qui... d'ailleurs, l'adulte, c'est le même phénomène, mais on a des lois, on a un cadre qui nous régit, parce que sinon, on se dirait... on aurait la majorité des humains de notre société, s'il n'y avait plus de lois, puis on laisserait tout faire, ne dormirait plus, ne pourrait plus dormir, ne pourrait même plus vivre. Et l'humain ne se prend pas suffisamment en main pour être capable de s'auto-sécuriser. L'enfant nouveau évolue exactement de la même façon que l'enfant ancien, sauf qu'il évolue peut-être 2, 3, 4 ou 5 fois plus rapidement au niveau de son développement psychologique. Ce qui fait qu'à 10 ans, 7 ans, 6 ans, 10 ans, dépendant des enfants, on aura souvent affaire à un adulte dans un corps d'enfant, qui donc, émotivement, donc endocrinalement parlant, va rester un enfant, mais qui au niveau du contexte intellectuel ou du contexte mental, donc du contexte, par exemple, il en passe 2, mais les passe en même temps. L'enfant nouveau va passer une crise d'identification lorsqu'à un moment donné, et non pas physiquement, lorsqu'à un moment donné, dans sa tête, il va commencer à savoir qu'il vit, à savoir qu'il existe, à savoir qu'il a autant d'importance que les autres, même que les adultes. C'est-à-dire que si tu es impoli avec, il va être impoli avec toi. Puis si à un moment donné, ma tante chose arrive, puis elle dit « Bonjour mon gros nez », ben il peut répondre « Bonjour les grandes dents ». Puis là, il va se faire chicaner, on dit pas ça à ma tante, que ben, bon, tu sais. Ben lui, il va simplement dire, elle a rien qu'à pas être bon. L'enfant nouveau, à un moment donné, va finir par passer par une crise d'identité qui n'est pas encore connue de la psychologie conventionnelle et qui n'est évidemment pas connue des parents parce que les parents fonctionnent à partir de ce qu'eux étaient, de ce qu'ils ont appris, de ce qui se passe à l'extérieur, des cours qu'ils vont suivre. Le professeur ne connaît pas non plus cette phase parce qu'on se fie toujours au caractère sexuel secondaire pour pouvoir commencer à dire, l'enfant est en phase pubertaire, donc il commence son adolescence. L'enfant nouveau va donc vivre une adolescence psychologique et mentale bien avant l'adolescence physique, et il vivra l'adolescence physique, mais il n'aura pas de crise psychologique pendant la transformation physique. Il y a donc déjà un déphasement total entre ce qu'on doit faire avec un enfant nouveau et ce qu'on doit faire avec un enfant ancien. L'enfant ancien est un enfant savant qui va faire ce qu'on lui demande par recherche, disons, de la gâterie ou par peur de la punition et de la culpabilité. Un enfant nouveau, vous pourrez le battre. S'il décide d'écouter, c'est parce qu'il est tanné de se faire battre. Mais le moindrement que vous le lâchez, c'est à recommencer. Un enfant nouveau de 12 ans peut facilement assassiner ses parents ou son professeur. OK? C'est épeurant pour la simple raison que l'enfant nouveau de 12 ans est peut-être un adulte de 20 ans dans un corps d'enfant de 12 ans. Alors, ce qui fait que, et c'est même très, très, très puissant. L'enfant ancien va, par exemple, insulter les autres toujours de la même façon. Bon, maudit niaiseux, t'es chi, t'es ça, bon. L'enfant nouveau va regarder son professeur qui est un petit peu roux puis va lui dire « T'as la tête pleine d'eau, tes cheveux rouillés. » Bon. Il va trouver exactement les mots pour que le professeur ne puisse plus se présenter à face devant sa classe. L'enfant nouveau va être capable de manipuler d'une façon là absolument, disons, atroce la psychologie des adultes. Et l'adulte va donc considérer que cet enfant-là est un sans-cœur. C'est pas un sans-cœur. Il a compris des choses qui serait temps que l'adulte comprenne. C'est pas un sans-cœur. L'enfant nouveau va être un être qui va vouloir vivre l'instant présent. Il a compris des choses que l'adulte devrait comprendre à un moment donné. Alors, on va dire, bon, on fait une leçon de géographie. Puis lui, il va se fouiller le nez, je vais écrire sur son crayon. On va dire, c'est comme l'enfant ancien. Non. Demande à l'enfant ancien, pourquoi t'écoutes pas? Il va revenir. L'enfant nouveau, parce que ça m'intéresse pas. Puis ça, c'est des réponses qui vont écraser carrément les professeurs. Que veux-tu faire avec, en tant que parent ou en tant qu'instituteur, avec un enfant qui te répond carrément « Non ». Tu vas faire le ménage de ta chambre. Non. Tu vas avoir une volée. Donne-moi-la. Tu fais quoi? S'il donne, ça ne changera rien. Une fois que l'enfant a eu sa volée, ça finit là. Il va haïr ses parents, il va s'organiser pour se venger, puis il saura comment, faites-moi confiance. Et il fera pas plus le ménage de sa chambre. Il va peut-être renverser son bureau à terre, il va peut-être tout casser ce qui est dans sa chambre, il va peut-être casser le vidéo, ça coûte cher. Il va manger une volée après, il s'en balance. Il n'est pas sans cœur, il est plus puissant que la majorité des adultes. Mais il est toujours dans un cadre physique d'enfant, ce qui fait que les adultes le considèrent toujours comme ce que ça devrait être, une cruche plus ou moins pleine à remplir. Et l'enfant nouveau ne se considère pas comme ça. L'enfant nouveau va souvent dire, entre lui ou avec d'autres, quand il va parler des adultes, de son entourage ou des enfants anciens, il va parler de ceux qui sont retardés. Carrément.
Quand on parle d'hyperactifs ou d'enfants nonchalants qui n'ont aucun intérêt, ça veut peut-être dire à ce moment-là qu'ils pourraient se diriger dans cette phase ou qu'ils sont déjà dans cette phase. Et quand ils te parlent, qu'ils ont l'air vraiment désintéressés, dans le sens que pour eux, ce que tu leur apportes... Je t'arrête 2 secondes. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour un enfant d'aller à l'école? Rien. Bon. L'enfant ancien va y aller parce qu'il est poussé d'un bord puis il est récompensé de l'autre. Mais lui, l'enfant nouveau ne marche pas par la culpabilité, il ne marche pas par les punitions, il ne marche pas par le gâteau. Alors, qu'est-ce qu'il va faire qu'un enfant nouveau va aller à l'école, qui va l'intéresser? On fait de la géographie, lui il va dire, je voyage pas, moi. Oui, mais plus tard, non. Dans la tête d'un enfant nouveau, plus tard, ça n'existe pas. Alors, automatiquement, il y a donc une structure complètement nouvelle qu'on doit aborder au niveau de l'éducation. Et cette structure-là, elle a un avantage puissant. C'est qu'elle oblige l'instructeur à s'instruire pour instruire. Tandis que chez l'enfant ancien, l'instructeur peut rester le même, ou plus ou moins le même, toute sa vie d'instructeur. Le parent peut avoir 12 enfants puis rester le même parent. La grand-mère peut éduquer les enfants autant que la mère, ou le grand-père autant que le père, parce que ça fit dans une structure qui est correcte. Sauf qu'un enfant nouveau, à un moment donné, tu vas dire, t'as l'air malheureux, puis l'enfant nouveau va te répondre, ça a-tu bien été que ton chum hier? Bon, là, tu vas dire, ça n'a rien à voir. Ben, ça a quelque chose à voir parce que moi, je suis malheureux, mais toi, tu l'es aussi. Puis quand je te le demande, tu me réponds pas, fait que je te réponds pas. Bon, là, toi, tu vas dire quelle communication je dois avoir avec. Ben, les fois que lui est venu te chercher et que tu le traitais comme un enfant, ben, quand tu viens le voir, il te traite aussi comme un enfant. Bon, à un moment donné, l'enfant va vouloir te rendre service. Je vais faire la vaisselle. Oh non, non, t'en fais pas comme moi. Parfait. Mais la journée que tu voudras qu'il commence à la faire, la vaisselle, il va te la... Oui, la vaisselle. Il la fera pas, la vaisselle. OK? Bon, l'enfant nouveau a donc un grand besoin d'évolution psychologique, émotive, comme l'enfant ancien. Et ça, c'est déjà un gros problème. L'enfant nouveau a besoin d'émotion, l'enfant ancien aussi. L'enfant nouveau, lui, ne demandera pas, ne recherchera pas l'émotion par les voies normales qui vont être, disons, servies par l'enfant ancien. Alors, automatiquement, l'adulte qui travaille avec un enfant nouveau, qu'il soit parent ou qu'il soit instituteur, doit nécessairement finir par comprendre que s'il n'explique pas l'intelligence d'une chose à un enfant nouveau, que celui-ci va perdre confiance en l'adulte, que ce soit le parent ou encore l'instituteur. Bon, alors, on parle de géographie. Comment intéresser un enfant nouveau à la géographie? Comment intéresser un enfant nouveau au français? Comment intéresser un enfant nouveau à la gymnastique? Comment intéresser un enfant nouveau? Ben, il y a une chose certaine, vous réussirez jamais à intéresser un enfant nouveau à la morale ou encore à l'enseignement religieux. Bon, sans partant, faut déjà oublier ça, ça ne fonctionnera pas. L'enfant nouveau, si à un moment donné, il sent le besoin ou s'il prend la décision de s'informer, il le fera. Mais on ne l'amènera pas de force là. Bon, pour passer des notes, il va y aller. Il va toujours répondre tout ce que le prof veut. Mais ça changera rien chez lui, puis il va carrément leurrer son professeur. Bon, l'enfant nouveau, comment on l'intéresse? On l'intéresse simplement en lui expliquant l'intelligence de ce qu'on lui enseigne. Ça crée un maudit problème, parce que la majorité des adultes, ce qu'ils enseignent aux enfants n'est pas intelligent, et la majorité des cadres scolaires, ce qu'ils enseignent aux enfants n'a pas d'intelligence non plus applicable dans les médias. Alors, on va donc vivre un problème majeur au niveau de l'instruction, donc de l'éducation des enfants en tant que parents comme en tant qu'instructeurs, parce qu'on n'aura souvent pas de réponse à leur donner. Le contact parent-enfant ou professeur-enfant peut se faire un peu si la personne en question a conscience de ce mécanisme, peut se faire. Mais quand tu as tout un bagage en arrière de toi, je dirais quasiment une société qui fait qu'il faut que ça soit comme ça, à ce moment-là, t'es pris entre deux feux. Où s'adapter pour être capable de comprendre l'enfant à l'intérieur de tout ce cadre qui est complètement en train de te déformer toi-même. Alors, tu as des professeurs qui sont écœurés, tannés et qui font un ouvrage, si tu veux, très nonchalant, avec aucun intérêt. Bon, premièrement, les professeurs sont, on parle pas de l'élémentaire, mais disons du secondaire et du cégep, universitaire, ça commence. Les professeurs sont tannés d'enseigner parce que les étudiants sont tannés d'apprendre. Ce qui fait qu'en partant, c'est sûr que si tu as 30 élèves, quand tu ouvres la main dans les airs à poser des questions, il n'y a pas un seul prof, à moins d'être un cave, qui ne sera pas dynamisé par sa classe. Sauf que le problème qu'il y a, c'est qu'un enfant nouveau, l'enfant ancien pose pas souvent des questions. Tu as des surdoués. L'enfant nouveau est pas un surdoué. C'est-à-dire que le surdoué, normalement, va être surdoué dans un item, 2 items, 3 items. L'enfant nouveau, lui, va être bon dans tout ce qu'il aime. Bon. Alors, automatiquement, tu peux pas prendre un enfant nouveau et le mettre dans une classe de surdoué parce qu'en mathématiques, il est bon. Parce que s'il aime pas le prof, il va carrément foirer. Fini là.
Bon, alors en partant, c'est autre chose. Le problème qu'il y a, c'est que si vous êtes des parents qui reconnaissez un enfant nouveau chez vous, si vous êtes des parents transitifs, donc des parents qui veulent justement finir par vibrer de cette conscience peut-être un peu plus nouvelle, qui est plus vivante. C'est pas nouvelle spirituellement, là, c'est vivant. C'est-à-dire que ce que tu apprends doit te servir. Tandis que dans le cadre ancien, ce que tu apprends, peut-être qu'un jour bon, on te remplit tout plein puis on sait pas ce que tu vas avoir besoin plus tard. Bon, l'enfant nouveau, lui, si on le remplit, c'est parce que ça peut être applicable, sinon on ne veut rien savoir. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu es, par exemple, un parent ou un professeur qui découvre et qui veut travailler d'une façon nouvelle avec ces enfants-là, automatiquement, tu devras éduquer l'enfant, t'éduquer toi et éduquer les adultes qui t'entourent. Et ça crée un maudit problème parce que chez l'enfant nouveau, il n'y aura pas de guerre d'ego. Chez l'homme ancien et chez l'enfant ancien, il y a une guerre d'ego. La majorité des relations entre les hommes sont des guerres d'ego. C'est-à-dire que j'ai raison. Non, t'as pas raison. On veut pas savoir. Le résultat, on s'en fout. C'est une guerre d'ego. On veut avoir raison. Alors, lorsqu'à un moment donné, un parent, la mère est là, la mère décide de prendre son bain avec sa fille de 6 ans. Ou son gars de 7 ans. Bon, le petit gars ou la petite fille, ça fait 6 mois, puis ils n'ont jamais fait ça. Dommage, mais ils n'ont jamais fait ça. Bon. Et ça fait 6-7 mois là, qu'ils broient, puis ils aimeraient ça prendre son bain avec la bonne femme. Donc, le bonhomme. À un moment donné, ils le font. Là, la voisine, elle sait, ça. Là, la voisine, elle trouve que c'est exagéré. Puis là, il n'y a pas assez de viol comme ça, puis il n'y a pas ci, puis il n'y a pas ça, puis dans son temps, etc. Bon. Le parent devra éduquer la voisine, puis éduquer son enfant, puis s'éduquer elle. Si on est à l'école, ben, à un moment donné, on va dire, le professeur rentre, puis les enfants ont l'air à s'amuser. Fait qu'elle va dire, t'as pas de discipline dans ta classe? Toi, tu peux répondre, quand je lui parle, il se taise, puis quand je lui parle pas, il parle. Je veux dire, moi, ça va bien. Alors, elle, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, il y a peut-être, elle est absente. Et toi, t'as pas de cours, tu la remplaces. Et là, veux pas, tu vibres de l'affinité que tu as avec tes enfants, dans la classe où tu vas remplacer, ben, t'as 2-3 enfants à un moment donné que tu perçois que. Tu fais quoi? Tu restes bête comme l'autre ou ben non, tu vis? Ben, si tu décides de vivre, quand l'autre va revenir, sa classe va être un vrai bordel. Alors là, elle va aller te voir, elle va commencer à te chialer après. Parce que c'est de ta faute, ici, c'est ça, puis tes conneries, garde-le chez vous, puis bon, etc. Faudra donc que tu éduques l'enfant, que tu t'éduques toi, parce que l'enfant va t'éduquer, et que tu éduques les adultes. Ce qui crée un cadre extrêmement pénible pour les parents et pour les enfants, et évidemment pour ceux qui instruisent les enfants. Une chose importante, si on veut communiquer et instruire un enfant nouveau, on devra nécessairement, c'est sine qua non, accepter que lui nous éduque et que lui nous enseigne. L'enfant nouveau ne te dira pas comment changer le câble de distributeur de ton auto. Ben, à moins qu'il y ait appris, mais prenons, disons, un enfant un peu jeune. Par contre, au niveau de ta psychologie, là, il peut t'en apprendre. L'enfant nouveau a la faculté, pas innée, mais disons, ça se développe très rapidement de par sa solidité génétique, d'être capable de raisonner vibratoirement avec les individus. C'est sûr que c'est pas quantifiable, ce raisonner vibratoirement avec les individus. Alors, normalement, l'éducateur, un psychopédagogue ou des choses comme ça vont dire « Oh, mais c'est quoi ça, raisonner vibratoirement? » Mais il se trouve quand même qu'à un moment donné, il y a 2 individus qui se rencontrent sur la planète puis qui raisonnent. Hein? Tu vas te marier comme ça, un professeur peut tomber en amour avec un enfant, etc. Il y a une résonance vibratoire. Mais l'enfant nouveau, lui, a cette capacité très rapide, non seulement de raisonner, mais de décoder la résonance. Ce qui fait que toi, tu vas rentrer toute correcte, puis lui, il va te dire « Qu'est-ce que toi, t'es malheureuse aujourd'hui? » Puis t'es toute « Non, je suis bien heureuse, menteuse. » Fini là. Lui, il le sait. Alors, si tu n'acceptes pas d'apprendre, ben, tu vas couper la relation. Bon, il y a une chose très importante, on demande souvent, l'enfant nouveau va mal vibrer à la résonance du mot maman, papa, monsieur, madame. Il va vibrer avec le prénom. Sinon, ben, appelle-le monsieur. Puis il trouve ça con, c'est collectif. L'enfant nouveau va vibrer beaucoup plus avec ses parents s'il peut les appeler par leur prénom. Il va vibrer beaucoup plus avec les professeurs s'il peut les appeler par leur prénom. Et évidemment, l'enfant nouveau a extrêmement besoin, comme l'enfant ancien, d'un cadre de discipline. Maintenant, le cadre de discipline, d'ailleurs, pour n'importe quel enfant, c'est un peu la même chose, mais l'enfant nouveau, lui, va te le dire, tandis que l'enfant ancien va le supporter, tant bien que mal. On ne doit pas laisser faire. Disons qu'une chose sur 2 doit être libre et l'autre disciplinée.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça complique encore la tâche de l'éducateur. Les parents vont dire, oui, mais sacre-bleu, on n'en fera plus d'enfants, ça n'a plus de sens. Là, t'es rendu, faut que tu checkes ce que tu dis, tu checkes ce que tu penses, tu checkes ce que tu manges, tu checkes quelle heure tu te couches. T'es rendu qu'il faut que tu fasses attention à comment tu t'habilles. Si tu veux qu'il soit propre, puis tu veux qu'il se mouche avec un Kleenex, puis pas avec la nappe, ben, faut que tu te mouches tout avec un Kleenex. Si tu renifles, puis lui, tu veux pas qu'il renifle, il marchera pas. Si, etc., ben, à un moment donné, ça vaut pas la peine de faire des enfants. Sauf que, qu'est-ce qu'il fait, l'adulte, à un moment donné? Il vit mal. Il s'en va voir un psychologue. Il s'en va dans un cours de relations humaines. Il s'en va dans un cours où on va pouvoir le replacer. Il s'en va faire ce qu'il pourrait faire avec ses enfants. Mais l'enfant va l'obliger. L'enfant nouveau est, d'ailleurs, comme l'enfant ancien, natif. C'est-à-dire que disons, purement, à l'instant même, le poteau est coloré, était coloré, disons, par l'évolution de l'adulte. C'est un être qui va toujours poser des questions simples. À un moment donné, tu lui dis, le coke, c'est pas bon. Dès quoi sa fête, s'il achète du coke pour lui faire plaisir? Ben, l'enfant ancien va te poser la question, me semblait que c'était pas bon. Oui, mais de temps en temps. Il peut le prendre, il peut ne pas le prendre. L'enfant nouveau, lui, de temps en temps, une chose pas bonne, c'est une chose pas bonne. Alors, ou bien on me ment, c'est très bon, on veut pas que j'en prenne. Il va s'organiser pour en prendre. Ou bien, ils sont complètement fous. Tu arrives avec un cadeau et tu donnes ça à un enfant nouveau. L'enfant nouveau prend le cadeau, c'est au bout, puis il sac son camp dans sa chambre. Si c'est des parents anciens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Il est bien mal élevé. Pas de merci, pas de ci, pas de ça, il est déjà parti. Puis le gâteau, puis tout ce que... Non, l'enfant nouveau, tu fêtes sa fête. C'est lui, il faut qu'il soit heureux, pas les autres. L'enfant ancien va se plier à toute la panoplie, la cérémonie, la tradition. Il va souffler sur le gâteau, il va dire merci à mon oncle, à ma tante, il va rester tant que les bons. Mais l'enfant nouveau va carrément sacrer son camp. Tu voulais lui donner un microscope, parfait, c'était le microscope, il est disparu. Les adultes sont tous là, puis bon. Rien, pas du gâteau nécessairement, il veut son microscope, oublie. Bon, alors l'adulte doit donc apprendre à fonctionner. Il est pas sans cœur, il est réel. Il va falloir que l'adulte soit capable de briser des formes chez lui-même en premier, et ensuite d'arriver à être capable de voir comment l'enfant qui se présente devant lui voit ces formes-là après ça. Bon, ce qui est intéressant surtout, c'est de constater, c'est qu'à travers chacun des adultes, il y a ce qu'on peut appeler, il y a une correspondance, disons un parallèle avec l'enfant nouveau. Dans chacun des adultes, il y a un enfant nouveau. Et le problème qu'il y a, c'est que, évidemment, ça fait spirituel de dire que dans l'adulte, il y a un enfant nouveau. Bon, ok, d'accord. Dans chacun des adultes, il y a un phénomène nouveau, c'est-à-dire que l'adulte, lorsque j'explique, par exemple, comment va réagir l'enfant, mais remarquez que la majorité, vous aimeriez pouvoir agir de même. Bon. Et c'est ça. Mais sauf qu'on ne le fait pas. Ça crée un stress psychologique, ça crée une peur fondamentale, ça crée un empêchement de tourner en rond, à un moment donné, à l'intérieur de soi, ça crée un contexte d'évolution qui est assez pénible. Mais on est mémoriellement conditionné, on le supporte bien. Mais l'enfant qui, au départ, est déjà un être qui veut y aller à sa façon, n'a pas la condition, n'a pas de conditionnement pour le tamponner. Il n'y a pas de mémoire tampon pour l'empêcher de trop exprimer. Or, lui va souffrir atrocement à l'intérieur de ça. Ou il va simplement demander à un moment donné à sa fête, « Peux-tu m'acheter un ordinateur? » On y achète un ordinateur, tu vas le voir disparaître. Là, enfin, il va avoir trouvé un ami avec qui il pourra jaser. Un ami qui est pas con, qui est pas retardé, qui est logique, qui est mental, qui est efficace, qui est direct, qui se trompe pas. C'est ça que l'enfant nouveau recherche. Mais quand il rencontre un adulte qui est émotif, qui est mémoriel, qui est archétypé, qui est programmé, qui est insécure, qui est instable, puis qui est menteur, ben ça crée un maudit problème entre l'enfant nouveau puis l'adulte. Pourquoi l'adulte est menteur? Parce que l'adulte a appris à être poli. L'enfant nouveau apprendra jamais à être poli. Hein? Tu ne montres pas un enfant nouveau poli. Sauf qu'à un moment donné, l'éducateur, le parent comme l'instructeur, devrait prendre l'enfant nouveau et lui expliquer l'intelligence de s'ajuster. De quelle façon de travailler avec un enfant nouveau? Faut que l'enfant comprenne pourquoi tu veux qu'il fasse une chose. Mais comprendre pourquoi on veut qu'il fasse une chose, c'est pas fais ça, ça va me faire plaisir. Non, pour lui, c'est pas comprendre pourquoi on veut faire une chose. Parce que l'enfant nouveau est capable de gérer son propre bonheur. Il va évidemment être altéré et massacré souvent par le cadre ancien dans lequel il va évoluer. Mais lui, ce qu'il va dire, ben voyons donc, crime, t'as un qu'à être heureuse, tabarnouche, t'as pas besoin d'attendre que je te fasse des beaux yeux. Bon, alors le parent, évidemment, résonne extrêmement mal, l'éducateur résonne extrêmement mal aussi. T'sais, l'enfant nouveau a des 100 sur 100, donne des petits collants, des petits ci, des petits ça. Tu lui donnes au cas. Mais attends-toi pas, est-ce que c'est ça qui le motive? Chez l'enfant ancien, oui. On en donne encore pas mal de collants. Mais oui, l'enfant, bon. il est heureux comme ça. C'est ça, je te dis. Ça ne le nuira pas, sauf qu'à un moment donné, pour un enfant nouveau, ça ne sera pas une motivation.
Puis là, toi, tu parles dans ton cadre à toi où tu as un groupe d'âge particulier. Moi, je parle de l'enfant nouveau. Donc, ça peut être au niveau secondaire. Au niveau secondaire, on n'étend pas des petits ânes, des petits cœurs. Maintenant, au niveau de l'élémentaire, c'est encore extrêmement intéressant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça. C'est qu'on n'arrive pas du jour au lendemain et on change tout. Bon, j'ai compris que mon fils, ma fille, c'était un enfant nouveau. Fait que là, à partir de demain, là, tout change. Non. Premièrement, les parents pourront pas le supporter longtemps, eux-mêmes. Les instructeurs non plus. Et l'enfant non plus. L'enfant nouveau est un être humain qui est capable d'aimer mauditement plus que ce que l'humain est capable d'aimer. Mais c'est un amour qui est libre, un amour qui libère. Donc, l'enfant nouveau va être capable d'aimer son professeur puis de pas s'ennuyer si le professeur est malade 3 mois de temps. Il va être capable d'aimer ses parents au point de donner sa vie pour ses parents, mais il s'ennuiera pas en tous ses parents partant en vacances. Fait que le parent, lui, qui est habitué à déterminer, à diagnostiquer de l'amour des autres à partir de ce que l'autre va communiquer à lui. Tu sais, bonjour, comment ça va? Un enfant nouveau posera jamais la question. Sauf si t'es malade, il va poser la question pour essayer de légiférer sur s'il peut faire quelque chose. Sinon, ça n'a rien à voir. Alors, les parents vont rentrer, vont venir d'un voyage ou vont rencontrer leur enfant ou l'instituteur, c'est la même chose. Et puis l'enfant n'aura pas nécessairement tu sais, non. Non. C'est comme si rien s'était passé. Oui, alors là, les parents vont dire, sax, encore une fois, c'est un sans-cœur. C'est pas un sans-cœur. Sauf qu'il aime libéralement. Il va aimer un de ses chums, puis si son chum déménage, il en souffrira presque pas. Ouais, il laisse son chum aller. L'enfant ancien va brailler, va écrire, va travailler mal, va perdre un peu ceci, va avoir une espèce de dépression. Mais l'enfant nouveau, non. Il va s'arranger. Et ça, c'est extrêmement mal compris par, la pédagogie d'aujourd'hui, qu'elle soit parentale ou qu'elle soit scolaire. On ne comprend pas ce phénomène. On doit expliquer à l'enfant pourquoi une chose doit être faite. Donc, on ne lui dira pas « faut être poli parce que ma tante » ou encore parce que dans un monde civilisé, on est poli. Parce que le monde civilisé, lui, vu par les yeux de l'enfant nouveau, il serait à remodeler en sacre bleu. Donc, on lui dit pas que la politesse est nécessaire dans un monde civilisé. On va lui expliquer que tous les fois qu'il dit telle chose, l'autre risque de lui donner une claque. Hein? Ou tous les fois qu'il dit telle chose, l'autre souffre. Lui va te répondre « ben oui, mais il n'a pas souffrir ». Bon, là, à un moment donné, il faut arriver à lui expliquer le pourquoi que l'autre souffre, donc tu apprends sur toi. Il faut arriver à lui expliquer le pourquoi de l'intelligence, de s'ajuster aux individus. Alors, tu lui dis, entre toi pis moi, on n'a pas besoin, mais entre toi pis mon oncle, lui, il en a besoin. Bon, pas que ça le rend malheureux, mais il faut lui expliquer que ça lui fait du tort à mon oncle. Lui va dire, oui, mais ça la regarde. Tu vas dire, oui, mais c'est comme si je te donne un coup de poing dans un œil. Ton œil va venir bleu. Mon point à dire, ça regarde ton œil, il y a un qui n'a pas vouloir venir bleu. Mais ça dépend aussi du coup de poing. Bon. Alors, quand tu réponds comme ça à mon oncle, lui, là, c'est exactement comme s'il y avait un coup de poing en pleine face. Bon. Alors, mon oncle, il a beau essayer mais de la manière qui est bâtie, pour l'instant, là, il y a ça. Fait que quand tu vois mon oncle, ajuste-toi. Ajuster, l'enfant va comprendre ce genre, pas d'un enfant de 4 ans, tu y vas, selon ce qu'il peut comprendre. Il va s'ajuster. Il va apprendre à respecter la loi s'il comprend l'intelligence de la loi. Sinon, il va apprendre à la défier. Il n'y a rien de plus trippant pour quelqu'un qui a un peu d'intelligence que de développer son intelligence en contournant les barrières. Hein? On a eu, à un moment donné, une éducation militaire ou encore une éducation scout. C'est génial. Pourquoi? Parce que tu surmontes toujours des limites. Tu vas faire du sport, tu surmontes des limites. Mais dans ta tête, mentalement, c'est quoi les limites à surmonter? Les lois. Tu fais du vol à l'étalage. Tu fais des trucs illégaux. Tu surmontes des lois. C'est la même chose. Tu surmontes des limites. Alors, c'est donc important de ne pas brimer l'enfant par la prison, par la peur de ceci, par cela, par le correctionnel ou ces choses-là. On doit lui expliquer. Maintenant, il y a une chose. C'est pas miraculeux comme ça. C'est sûr qu'à un moment donné, les parents, ils retournent avec leurs enfants, puis ils vont commencer à vouloir leur expliquer. Puis l'enfant va les charrier. Tu comprends-tu, là? Non. Après 6 mois, tu comprends-tu? Non. Oui, mais ça fait combien d'années que tu le traites en enfant ancien? Lui, il s'attend pas à ce que t'arrives de même, à un moment donné, sorti un vendredi soir, puis est revenu toute folle, tu sais? Ou toute fou. Bon, l'enfant ancien, l'enfant nouveau, un instant. Il a tellement vu souvent ses parents, ses professeurs, puis d'autres adultes, arriver heureux, partir en maudit, qu'il sait très bien que la stabilité, c'est pas tout à fait ce qui existe le plus dans les adultes. Il va dire, oui, s'il serait toujours de même, j'aimerais ça, mais Bon, l'enfant nouveau est un enfant qui manipule les autres, qui manipule les adultes, donc qui manipule les parents, est un enfant qu'on ne peut presque pas manipuler, donc il faut fonctionner par intelligence avec.
Alors, pour bien les diriger, si on ne veut pas en faire des monstres, comme tu as déjà dit, parce que si l'enfant qui comprend n'a pas, disons, l'explication voulue, fait à ce moment-là qu'il va complètement t'oublier, puis à ce moment-là, quand même que tu bûcherais dedans ou que tu essaierais de lui faire comprendre d'une façon non intelligente, l'enfant ne t'écoutera jamais. La majorité des enfants nouveaux, s'ils sont mal dirigés, vont devenir des assistés sociaux. Parce qu'il n'y a rien de plus intelligent que d'avoir de l'argent et rien faire pour. En partant, il n'y a pas un seul enfant nouveau qui va te dire non à ça. OK? C'est tout à fait logique et intelligent de travailler pour le gouvernement fédéral, être sur l'assistance sociale. Bon. L'enfant nouveau qui, à un moment donné, travaille un peu, donc commence à apprendre des choses, peut devenir un personnage dangereux pour les sociétés, peut devenir un criminel, peut devenir... si la mafia n'existe pas, il va l'inventer. C'est logique. C'est extrêmement logique, ce genre de choses, dans une société comme la nôtre. Alors donc, ce sont des enfants qui vont être souvent attirés par les choses militaires, mais ils ne voudront pas être dans l'armée. Ils vont être attirés par des vues d'action, parce que l'enfant nouveau est souvent un être d'action. Ça ne veut pas dire qu'il va pratiquer ces choses-là, mais il va être intéressé par ces choses-là. Il va être attiré par l'informatique. Pas tout, évidemment. Des enfants nouveaux qui vont vivre un autre cheminement. Mais autant qu'on avait, disons, une espèce de cheminement plus ou moins naturel pour l'enfant ancien, il y a aussi une déterminante, plus ou moins, disons, regroupant la majorité de l'évolution au niveau de l'enfant nouveau. Maintenant, il y a toujours des ectopistes et c'est normal. Bon, faut pas s'en faire. Très, très, très important, juste de comprendre, premièrement, que l'enfant qui paraît sans cœur n'est pas un enfant sans cœur. Et on ne doit pas continuellement penser que l'enfant est malade. C'est le gros problème de l'adulte. Bon, il est refoulé. Il est pas refoulé. Il exprime pas l'émotion comme l'adulte normal exprime l'émotion. Ou comme l'enfant ancien exprime l'émotion. Donc, il est pas refoulé. Bon, il est pas sans cœur, il est pas ceci, il est pas cela. Souvent, on essaie de pathologiser l'état de l'enfant. Bon, un enfant nouveau est un enfant qui va être capable de très bien s'assumer seul. C'est un enfant qui va être capable, qui va rechercher évidemment des amis, parce qu'à un moment donné, il reste un enfant jusqu'à l'adolescence biologique, et même, disons qu'il va rester un enfant très longtemps après, pas un enfant dans le sens qu'il va toujours faire des conneries, mais il va quand même accepter d'être un enfant. C'est-à-dire que ce sera un adulte qui pourra très bien écouter la télévision et vacher à terre. Bon. Il pourra très bien jouer dans un carré de sable avec d'autres, ça le dérangera pas. Bon, s'il envoie l'intelligence au niveau de l'amusement. Alors donc, l'enfant nouveau est un être qui va être capable de vivre sa solitude, ce que l'homme ancien ne peut pas faire. L'homme ancien a de très grandes difficultés à assumer sa solitude. L'enfant nouveau va le faire facilement. Donc, automatiquement, l'homme ancien va penser que l'enfant a un problème. Il va donc vouloir le guérir. Évidemment, il y a des enfants qui ont ce problème de solitude au niveau de l'enfance ancienne. Il faut qu'on arrive simplement à être capable de goûter la nuance, de discerner. Comment on discerne? Il y en a un qui a besoin de raison intelligente, puis l'autre qui a besoin de motivation. Il y en a un qui est un têteux d'énergie, donc qui a besoin de boostage, puis l'autre qui a simplement besoin, encore une fois, d'explications intelligentes. Bon, alors toi, tu arrives, tu as toujours des choses nouvelles à amener dans ta famille, dans ta classe ou n'importe où. C'est évident que c'est un enfant nouveau, le moindrement qui est dans ta classe, il va t'intéresser. Pourquoi? Parce que tu développes sa conscience mentale, ce qui, lui, l'intéresse énormément. Ce que l'informatique va lui permettre, ce qu'une panoplie de choses va lui permettre. Tu ne pourras pas dire à un enfant nouveau, bon, ben là, on va aller à la gymnastique, puis là, comment qu'on éduque l'enfant à devenir, disons, faire de la gymnastique? 3 4 cerceaux, 3 4 de belles, on roule à terre, on s'amuse un peu, puis on fait des choses, disons, l'élémentaire, puis on monte lentement. C'est parfait. Mais à un moment donné, il faut que le parent, si les instructeurs ne sont pas là pour le faire, ou que l'instructeur soit capable de discerner quand est-ce que l'enfant, c'est le temps qu'on y explique l'intelligence du conditionnement physique. Parce que l'enfant nouveau, à un moment donné, là, quand il va passer à la phase où il joue plus, ben, le conditionnement physique, là, la gymnastique, c'était du jeu. Parce qu'on lui a appris qu'en jouant, on lui a pas expliqué que c'était intelligent pour le corps. On le fait faire en jouant, on le manipule. À un moment donné, ben, il veut plus en faire. Faire de la course puis traverser la ligne avant les autres. Franchement. Ça, il va dire, je peux-tu m'en aller chez moi? Mais c'est le même mécanisme un peu dans une classe. Ben, c'est la même chose. La compétition, ça fonctionnera pas longtemps chez un enfant nouveau. Alors, en partant, tu perds. Toute la structure qu'on a conventionnellement pour l'éducation ne peut à peu près pas tenir. La seule structure facile que vous pouvez comprendre, c'est que accepter d'apprendre et il va accepter d'apprendre. Il n'y a pas d'autre chose. À un moment donné, il va arriver, gars, t'avais fait une erreur. Ben oui. Si vous voulez qu'il accepte, lui aussi, de faire des erreurs, ben vous devez dire, oui, effectivement, t'avais raison. Ouais, mais pourquoi tu m'as chicané? Je m'excuse. Chicane-moi. Les adultes et les professeurs feront pas ça. Et là, l'enfant va intelligenter le phénomène. Il va peut-être te tester, voir comment il peut te chicaner. Oh, il te chicanera pas autant que tu le chicanes. Mais il va se dire, enfin, il va avoir une relation.
Si, parce que tu sais, souvent on dit il y a des règlements, des lois qu'on place à un moment donné. Tu honoreras ton père et ta mère. Demande à un enfant nouveau de répéter après toi. Tu honoreras ton père et ta mère. L'enfant nouveau. Tu honoreras ton père et ta mère s'ils sont honorables. Bon. C'est l'enfant nouveau. Ça, c'est typique. Alors, on va dire, qu'est-ce que c'est? C'est, bon, si on est bien religieux, on va dire c'est le diable incarné. Non! C'est de l'intelligence. C'est logique. Tu honoreras ton patron. Qu'est-ce que vous allez dire? C'est honorable, hein? Ben oui. Ben, l'enfant nouveau fait le même phénomène. Alors, c'est pour ça que quand on reconnaît l'enfant nouveau, si on est capable de le reconnaître à l'extérieur, mais fouillez chez vous, puis vous allez reconnaître des paramètres de ce phénomène nouveau. De l'homme nouveau, de la femme nouvelle. Puis c'est ces phénomènes-là que l'on doit laisser vivre. Chez l'enfant comme chez l'adulte. T'es toujours pogné avec ce que tu penses que, puis ce que tu fais pas. Ben l'enfant, lui, il restera pas pogné longtemps comme ça. Il va passer ou il va trépasser. Puis effectivement, c'est un des deux. Puis c'est pas drôle, c'est extrêmement c'est dramatique. Dans le moment présent, un conseil pratique pour les personnes qui ont affaire avec des enfants, si tu veux, considérés comme hyperactifs ou qu'on ne sait pas où les envoyer parce que sachant même pas s'ils ont l'intérêt ou non, qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants-là? Bon, premièrement, enfant ancien ou enfant nouveau, lorsqu'on s'adresse à un enfant, on essaye de se placer à son niveau, yeux à yeux. Donc, on ne doit pas parler à un enfant de haut en bas. On doit le toucher pour qu'il ait un contact, parce que si c'est un enfant nouveau, de toute façon, il pourra percevoir ce que t'es par le contact physique. Donc, on doit le mettre la main, pas sur la tête, il n'y a rien de pire pour un enfant nouveau, mais au moins sur l'épaule, sur le bras, il prend d'une main, le toucher, dépendant de l'âge. Bon. On doit être capable de dialoguer dans son langage et on doit être capable de se rendre compte quand il tète et quand il tète pas. On va donc automatiquement discerner l'enfant nouveau de l'enfant ancien. Le fait de téter, ça veut dire que l'enfant recherche de l'émotion, il a besoin d'affection, il recherche quelque chose. On doit en donner à l'enfant, mais en même temps qu'on en donne, on doit intelligencer ce qu'on donne. C'est-à-dire qu'on doit dialoguer avec. Le problème, c'est que si les parents savent ça, ben là, ils vont s'imaginer que le professeur est peut-être des accès sexuels. Ils vont s'imaginer que le professeur se mêle peut-être pas de ce qu'il regarde. Ils vont s'imaginer, et il y a une peine de plus de choses. Bon. On va faire une pause, on va revenir à la deuxième partie. Si vous avez des questions, on les pose. On va revenir un peu sur ces choses-là. De toute façon, on ne peut pas répondre en 1 heure à tout ce phénomène-là. On refait une conférence spéciale juste sur savoir éduquer un enfant nouveau. Alors, on va de toute façon pouvoir revenir.